et à tous. Bonjour Monsieur Griveaux. Bienvenue dans ce 5e débat, organisé par l'association Dauphine Discussion Débat. Je commencerai en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir trouvé un moment dans votre emploi du temps chargé pour venir échanger avec nous, étudiants de l'Université Paris-Dauphine. Sachez que c'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Quant à vous, chers étudiants, merci d'être venus ce soir si nombreux et de remplir à nouveau cet amphithéâtre. En 2017, certains d'entre vous ont voté pour le gouvernement que M. Griveaux représente aujourd'hui. Certains n'ont pas voté pour lui, d'autres encore n'étaient même pas en âge de voter. Mais tous, aujourd'hui, vous vous interrogez sur les intentions de ce gouvernement, sur ses objectifs, sur ses orientations et sur son message pour les jeunes. Monsieur Griveaux, ou pour être complète, Monsieur Benjamin Blaise Griveaux, vous êtes le porte-parole du gouvernement d'Édouard Philippe. Vous êtes également secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Mais revenons sur votre parcours qui vous a porté jusqu'ici. Vous êtes né le 29 décembre 1977, 8 jours après Emmanuel Macron. On peut donc dire que vous êtes son Benjamin. Selon vos mots, vous êtes issu de la bourgeoisie de province. Votre père est notaire à Chalon-sur-Saône et votre mère avocate. Vous montez à Paris pour faire vos études supérieures. En 1999, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, puis en 2001 de l'École des hautes études commerciales. C'est en effet à HEC que vous faites la connaissance d'Olivier Ferrand, fondateur du think tank Terra Nova, qui vous présente à quelques-uns des ténors du Parti socialiste. Ainsi, vous faites la rencontre de Michel Rocard et, dès 2001, vous faites vos premiers pas en politique aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Vous participez même à sa campagne dans le cadre des primaires socialistes en 2006, qui voit la victoire de Ségolène Royal. Surmontant cet échec, vous grimpez pas à pas les échelons locaux. D'abord conseiller municipal en 2008, membre du conseil général de Saône-et-Loire. Vous en devenez le vice-président, sous la présidence d'Arnaud Montebourg. En 2012, votre longue marche vers le sommet socialiste continue. Après un passage par le Bureau national du Parti socialiste, vous intégrez le cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. En 2014, vous évoquez le besoin de vous oxygéner et repartez dans le secteur privé en devenant directeur de communication du groupe Unibail-Rodamco, le leader européen de l'immobilier commercial. Fin 2015, quand Ismaël Émélien, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, vous demande de rejoindre le petit groupe des premiers marcheurs, vous lui emboîtez le pas. On peut dire que vous avez pris le train en marche. À Bercy, vous travaillez auprès de la garde rapprochée au lancement d'un parti sur mesure. Le 6 avril 2016, à Amiens, les choses s'accélèrent pour vous comme pour le mouvement. Celui qui est encore ministre de l'économie de François Hollande annonce officiellement le lancement d'En Marche. Un nom qui reprend les initiales d'Emmanuel Macron, mais qui a été choisi selon vous pour rappeler la rhétorique du mouvement, du dynamisme, des verrous à faire sauter. Vous êtes dès lors nommé au poste de porte-parole du mouvement. Selon les Échos, vous êtes le monsieur riposte de la campagne. Une riposte manifestement efficace, puisqu'Emmanuel Macron est élu président de la République le 7 mai 2017. À sa suite, vous êtes élu député dans la 5e circonscription de Paris le 21 juin. Vous intégrez le gouvernement au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, où vous œuvrez notamment à faire de Paris la grande place financière européenne post-Brexit. Enfin, en novembre, vous êtes à nouveau nommé porte-parole, mais du gouvernement cette fois-ci. Vous cumulez ce poste avec celui du secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Bien que Christophe Castaner vous ait été préféré à la tête d'En Marche, votre progression semble inexorable. Difficile de savoir jusqu'où elle vous mènera. Tout le monde vous sait déjà père. Certains vous imaginent bientôt maire. Drôle de pari. Quoi qu'il arrive, aucun doute que vous resterez sur le devant de la scène.
deux camarades, Hortemine Desmazures et Lisa Guinic, qui auront le plaisir de vous interroger ce soir. Je vous souhaite à tous un excellent débat. Alors, bonjour Monsieur Griveaux. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste votre rôle? Bonjour à toutes et à tous. Bizarre de me retrouver dans un amphi, et ça me fait encore plus bizarre d'avoir une audience plus jeune que moi. À l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est moins le cas, même si nous avons engagé du progrès. Alors, porte-parole du gouvernement, c'est un exercice dont vous voyez la partie visible. C'est-à-dire, vous dites, le type qui n'a pas de chance parce que toutes ces matinées sont sur des plateaux de radio ou de télé, ou de téléconférence, chaîne d'info en continu. Ce qui est une partie d'exercice, c'est-à-dire un travail de pédagogie, d'explication, pas de convaincre, mais d'expliquer ce qu'on fait. Après, c'est à chacun de faire son miel, de considérer que les explications viennent soit matcher des convictions, et auquel cas ça fonctionne, mais mon job, moi, c'est pas de convaincre à tout prix, c'est d'expliquer ce qu'on fait, faire de la pédagogie, et de le faire dans un monde qui est beaucoup plus compliqué qu'avant, et d'assumer la complexité, à la fois des politiques qu'on conduit, et puis de la pensée du président de la République, qui a une pensée complexe, pour le moins, en même temps. Et c'est cet exercice-là, d'abord. Et puis, il y a un exercice que vous voyez moins, qui est d'assurer, avec l'ensemble des membres du gouvernement, que lorsqu'on va expliquer ce qu'on fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du budget, que tout ça, ça ne se fait pas en silo. Qu'au fond, un gouvernement, c'est pas 20 ou 25 membres qui font un 50 mètres nage libre comme des dingues et qui sont tous très forts en 50 mètres nage libre, parce que ça fonctionne pas. C'est au contraire plutôt de la natation synchronisée. Alors, je ne suis pas certain que tous en maillot de bain, nous aurions la grâce de la natation synchronisée, mais à la fin des fins, l'idée, c'est d'avoir, au fond, quelque chose qui est cohérent dans l'action qu'on conduit. Et ce que j'ai souvent dit, moi, quand j'étais à Bercy, j'étais secrétaire d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que je ne sais pas transformer l'économie du pays si Jean-Michel Blanquer ne fait pas le job dès le primaire en divisant les classes par deux dans les quartiers compliqués, si Françoise Nyssen à la culture ne change pas le rapport à la culture qu'on a notamment pour la jeunesse, etc. Et que tout ça est lié. Et que trop longtemps on a fait les choses en silo. Donc mon job, c'est aussi de redonner de la cohérence et de la transversalité à des sujets qui n'en sont pas forcément... on ne sent pas la transversalité de prime abord. Et où, bien souvent aussi, mais ça c'est les temps qui veulent ça, on cède à l'immédiateté du moment. Et donc on va vous faire des gorges chaudes sur un sujet pendant 24 heures, avec des bandeaux breaking news, machin, j'ai l'impression que c'est l'apocalypse sur un sujet, pour l'oublier le lendemain. Et la vraie difficulté d'un gouvernement aujourd'hui, mais c'est vrai en France et c'est vrai également dans les grandes démocraties occidentales, c'est d'arriver à surmonter cette immédiateté du moment, de redonner du temps long, de redonner du sens. Et ça, c'est une très grosse partie du job. Donc c'est beaucoup aller voir mes collègues du gouvernement, bien comprendre comment une décision publique se construit. Et alors souvent, on ne voit que la décision, une fois qu'elle est prise, voilà, on vous annonce, on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, on va faire l'extension. Mais cette décision-là, elle a nécessité 6 mois de débat, de discussion, de concertation, etc. Et donc, le porte-parole, il est aussi dans ces discussions-là pour comprendre quel est le cheminement intellectuel qui fait qu'on arrive à la décision qu'on estime, nous, avec les convictions qui sont les nôtres, être la plus juste dans le moment. Donc ça, c'est, je dirais, presque 80% du job, et les 20%, c'est la partie média qui fait dire à ma petite fille de 3 ans et demi, quand son institutrice lui demande ce qu'a fait son papa, que je travaillais à la télé. Ce qui fait de moi le papa le plus cool de la classe, là c'est moi, mais qui n'est pas totalement exact. D'accord, merci beaucoup. Vous avez soutenu Dominique Strauss-Kahn aux primaires socialistes pour l'élection présidentielle de 2007 dans son objectif de participer à la refondation intellectuelle du socialisme en France. Un socialisme nouveau promouvant l'idée d'un fédéralisme européen
ainsi que la combinaison du travail, cheval de bataille de la gauche, et du capital, clé de voûte de la droite. Retrouvez-vous cette éternelle ambition, 10 ans après, au sein de la République En Marche? Oui, et ce qu'on a fait, la question qu'on a conduit quand j'étais à Bercy, une des missions qui était les miennes, c'était d'aller à Londres, aux États-Unis, en Asie, pour expliquer ce qu'on faisait. Et alors, la langue de Molière permet des circonvolutions incroyables, et donc il est facile d'expliquer la complexité de la pensée du président dans la langue de Molière, dans la langue de Shakespeare vachement moins. Parce que les Anglais me regardent et me disent c'est trop compliqué, votre truc on comprend pas. Donc j'ai dû m'astreindre à faire un exercice finalement de rationalisation de ce qu'on avait fait. Et j'y viens, mais c'est sur le capital et le travail. Au fond, j'y sais souvent, on a fait 3 révolutions en France. Une révolution politique, ça c'était les élections législatives et présidentielles, et qu'on ait voté pour lui ou pas, peu importe, mais on ne peut pas lui enlever, et on ne peut pas enlever En Marche, qu'on a fait voler en éclats le paysage politique traditionnel des 50 dernières années. Et qu'on a aussi emmené à l'Assemblée nationale des visages nouveaux, de gens dont l'immense majorité est issue de la société civile, que pour la première fois on a un gouvernement dont la moitié des membres sont issus de la société civile, etc. Ça c'est notre première révolution. La deuxième, et c'est celle-là qui m'importe, et qui était sans doute dans le cœur de l'engagement que j'ai eu auprès de Dominique Strauss-Kahn, c'était la réconciliation du capital et du travail. Parce que le modèle français, il marche sur 2 jambes. On ne peut redistribuer que ce qu'on a produit. Ça peut vous paraître bête comme chou, mais très longtemps, on a considéré que soit il fallait faire de la redistribution, ce qui est absolument indispensable, parce que la croissance, elle est juste que si elle est partagée. Si elle n'est pas partagée, vous créez 2 pays, 3 pays qui se regardent en chien de faïence et qui ne fonctionnent pas. Et en même temps, il faut être capable de produire. Et c'est, moi, ce que j'ai reproché beaucoup, et ce que j'ai pas su imposer, hein, mais j'étais un jeune engagé au PS, c'est que la conversion, non pas à l'économie de marché, mais à l'économie sociale de marché, c'était le terme employé par Michel Rocard, il n'est jamais vraiment arrivé. On n'a jamais vraiment fait cet aggiornamento à gauche, et à droite, on était aussi beaucoup dans l'imposture, qui a fait que, si vous regardez bien depuis 20 ans, et je vais volontairement schématiser, mais en gros, quand vous étiez de droite, vous occupiez du capital, et quand vous étiez de gauche, vous occupiez du travail. Et quand vous étiez de droite, vous favorisiez le capital, mais vous oubliez le travail, et quand vous étiez de gauche, vous arriviez à momifier parfois le travail et à rigidifier. Or, vous avez tous appris sur les bancs de cette excellente université que la formule magique de la croissance économique, il y a d'abord 2 facteurs, mais il y en a un troisième qui s'est greffé au fur et à mesure, c'est du capital plus du travail. Et à opposer le capital au travail, on a réussi l'exploit français à avoir ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on manque de capitaux pour financer nos PME, et c'est tout l'objet de ce qu'est en train de construire Bruno Le Maire et Delphine Génie-Stéphane, qui m'a succédé à Bercy, de se dire comment est-ce qu'on a nos leviers de croissance. En gros, si vous avez besoin de 100 000 €, vous allez les trouver. Si vous avez besoin d'1 milliard, vous allez sur les marchés. Si vous avez besoin de 10 millions, c'est beaucoup plus compliqué. Et nos PME ne trouvent pas ces relais de croissance en France, donc bien souvent on les cherche à l'étranger, passent sous pavillon étranger, etc. Donc on n'a pas de capitaux, et de l'autre côté, 3,5 millions de chômeurs. Donc c'est un double échec, parce qu'on a opposé l'un à l'autre, par paresse intellectuelle, parfois par idéologie, parfois par calcul politique, et au fond, jamais pour les bonnes raisons. Donc ça, c'est la deuxième révolution, et la troisième, elle est sociale, mais ça, on pourra en dire un mot, c'est sur notre modèle social, c'est ce qu'on engage sur les retraites, sur la formation, sur l'apprentissage, qui va aussi permettre d'ajouter le troisième facteur à la formule magique, capital, travail et capital humain, connaissance, compétences. C'est tout ce que va annoncer Muriel Pénicaud sur l'apprentissage, par exemple, après-demain. C'est ce qui sera annoncé aussi sur la question de la formation professionnelle et de comment est-ce qu'on réarme, au fond, nos salariés pour faire face à la mondialisation. Nous, notre conviction, c'est qu'on ne peut pas protéger les gens du changement. On peut préparer les gens au changement. Les protéger du changement, c'est un système de réparation de l'État-providence, donc c'est un État qui dépense mais qui n'investit pas, et 2, c'est les condamner finalement à ne jamais se réinsérer durablement dans l'emploi. Donc c'est ça, tout notre... Au fond, ces 3 révolutions, elles reposent sur un mot très simple, c'est la question de la mobilité. Et notre job, c'est de remettre de la mobilité dans la société française, quels que soient les sujets qu'on aborde. C'est comment est-ce qu'on... et c'est sans doute pour ça qu'on s'appelle En Marche, et que le nom est venu assez naturellement, et c'est pas une anecdote, c'est vrai qu'on n'a pas dit il faut les initiales d'Emmanuel Macron, c'est que, au fond, ce qui était pour nous l'essentiel, c'était le sujet de la mobilité. Et En Marche répondait assez bien à ça. Monsieur Griveaux, à l'issue des euros de l'ENA, vous êtes refusé car vous semblez ne pas correspondre à l'image classique du haut fonctionnaire. Un mal pour un bien, selon vos dires. Le gouvernement... Je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais réussi.
Ça, je vous le dis. Le gouvernement fait aujourd'hui la part belle à la société civile. L'Assemblée nationale s'est plus largement renouvelée, mais comme vous dites, elle reste tout de même plus âgée que vous. Pourtant, le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, Édouard Philippe, ainsi que certains ministres, notamment au poste régalien comme Bruno Le Maire, sont tous issus de l'ENA. J'ai donc une question. Vous prenez un renouvellement de la classe dirigeante, mais la politique d'Emmanuel Macron y participe-t-elle réellement, ou n'est-elle qu'un voile sur la monopolisation du pouvoir par les énarques, qui plus est, des hommes? J'ai deux patrons, Premier ministre et le Président de la République. Il ne faut pas considérer que l'ENA c'est le mal français. Nos élites administratives, elles sont là pour servir le politique. Et si elles n'ont pas répondu, disons, à ce qu'on attendait d'elles, c'est sans doute parce que le politique s'est pas bien comporté, ou n'a pas été suffisamment clair, ou n'a pas suffisamment pesé face à ces élites administratives. À l'ENA, on a des gens bien formés, des gens intelligents, des jeunes gens qui ont fait le choix de servir l'État, qui est un choix courageux, qui parfois mettent de côté des carrières dans le privé beaucoup plus lucratives pour se consacrer à l'intérêt général et à l'État. Bien. La difficulté, c'est quand vous avez un pouvoir politique qui laisse l'administration gérer, parce que c'est pas le rôle de l'administration que de prendre les décisions qui engagent la collectivité, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau national. Moi, j'ai été frappé quand j'ai été élu local dans un département, enfin c'est la vieille institution française par excellence, on m'a confié des politiques sociales, donc les questions de gestion du RSA notamment. Et j'ai voulu changer un peu la manière de faire. J'ai été frappé parce que le premier directeur d'administration que j'ai donc changé, qui dit voilà, on va faire comme ça, il m'a dit mais c'est pas possible. Je lui ai demandé pourquoi techniquement ça n'était pas possible, il m'a dit mais parce qu'on l'a jamais fait. Alors évidemment, c'était pas la bonne réponse, parce que vous pouvez avoir des raisons juridiques, techniques qui viennent se heurter, et ça c'est la volonté politique qui parfois se heurte au réel. Même si en général, quand vous préparez un programme politique, vous vous assurez que vous pourrez le mettre en œuvre, parce que si vous pouvez promettre monts et merveilles, si le lendemain on vous annonce que techniquement, juridiquement, constitutionnellement, financièrement vous pouvez rien faire, c'est malheureusement ce qui s'est un peu passé ces 20 dernières années, vous perdez un peu en crédibilité. Mais c'est pas l'ENA le sujet, c'est ce qu'on en fait, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour la première fois, moi je prends souvent cet exemple, on a comme ministre du Travail quelqu'un qui a dû probablement envoyer un CV un jour dans sa vie, peut-être même passer un entretien d'embauche, chose complètement dingue pour un ministre du Travail, vous voyez, et qui a géré des équipes très lourdes dans un grand groupe international, dont je ne donnerai pas le nom pour ne pas faire publicité, enfin qui a géré des milliers, des dizaines de milliers de salariés. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui, y compris dans les discussions avec les partenaires sociaux, et d'ailleurs, quand bien même ils ne partagent pas, parce qu'ils ne sont pas tous fans absolus des ordonnances qui ont été discutées, disons les choses, mais tous ont reconnu à Muriel Pénicaud, eh bien, une connaissance du monde de l'entreprise, de ses rouages, de la manière dont ça fonctionne. La ministre de l'enseignement supérieur, c'est une présidente d'université. C'est peut-être pas totalement idiot de se dire qu'une présidente d'université a quelque chose à dire. La ministre de la Santé, c'est une ancienne médecin qui a exercé pendant 25 ans, qui connaît l'hôpital public comme sa poche. La ministre des Transports, idem, a une connaissance du ferroviaire liée à ça. Mounir Majoubi, le responsable du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des questions numériques, fondateur de la Ruche Dioui, et il était président du Conseil national du numérique. On se dit qu'il est important d'avoir des gens qui, par ailleurs, connaissent bien l'administration et les rouages de l'État, parce qu'il est important de pouvoir les maîtriser pour pouvoir les mettre en branle et les mettre en mouvement. Je l'ai mesuré à Bercy. Bercy, c'est une administration très puissante, on dit souvent la forteresse, au-delà de cette architecture avenante qui est toute en rondeur et qui se trouve dans le 12e arrondissement. Vous avez des directions qui sont très puissantes, la direction du Trésor, la direction du budget, la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Ces directeurs sont très puissants. Et face à cela, il faut aussi des gens qui connaissent l'administration, et c'était par exemple, je crois, la qualité de Bruno, le maire, c'est qu'il sait comment ça fonctionne, il était directeur de cabinet du Premier ministre, à l'époque c'était Dominique de Villepin, il sait comment l'administration fonctionne, et si vous voulez la mettre en branle, il faut aussi reconnaître les rouages. Donc cet alliage des deux, à la fois de personnalités qui sont issues de la société civile, et de gens qui sont issus, pas que, mais de l'ENA et de l'administration, fait que probablement on peut conduire des réformes un peu plus rapidement que ça n'a été le cas, avec une obsession du président de la République qui, je crois, nous le rappelle quasi à chaque conseil des ministres, la politique est un art d'exécution. On est là pour faire les choses. Et vous pouvez, et c'est ça qui a été souvent le drame, faire voter des lois, faire des effets d'annonce, donc vous en débattez,
tout le monde s'engueule joyeusement sur les plateaux télé, la loi est votée, les décrets ne sont pas pris, et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et ça a été quand même le sport national absolu dans notre pays. Là, typiquement, on s'est mis un délai de moins de 6 mois pour que tous les décrets qui suivent la promulgation d'une loi soient pris. Ça a été le cas sur des ordonnances, on doit être à 117 décrets pris suite à la publication des ordonnances. Et de la même manière, sur la loi sur la moralisation qui s'est tenue l'été dernier, la totalité des décrets, enfin 26 sur 27, je crois, ont déjà été pris. Ça peut vous paraître long, 6 mois. C'est un challenge incroyable et c'est d'une rapidité jamais vue dans la République. Mais parce que si on veut être jugé sur ce qu'on a fait, il faut le faire. Ça peut vous paraître bête comme chou, mais croyez-moi, ça n'était pas forcément le cas auparavant. Du coup, je voudrais revenir sur la féminisation dans les hautes sphères politiques, parce que vous allez me dire que le gouvernement, il y a moitié de femmes et moitié d'hommes, ce qui est vrai, mais au poste de pouvoir, et notamment que le parti de la République En Marche a nommé, ce sont exclusivement des hommes. Je nommerai entre autres le président de l'Assemblée, le président du groupe parlementaire, votre délégué général de votre parti, ou même le Premier ministre, ce ne reste que des hommes. On ne peut que progresser. Ça, c'est le gros avantage. Pour ça, on part de très loin, c'est volontaire, pour pouvoir progresser. C'est vrai, mais je ne peux pas vous laisser dire que la garde des Sceaux, c'est une petite ministre. Je ne peux pas vous laisser dire que la ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui gère juste la paille de 600 milliards, à savoir la protection sociale française, soit à peu près, comparée aux 360 milliards du budget de l'État, un peu plus. Vous êtes meilleur en maths que moi, donc 12 maths, comme on dit en bon français. Ce ne sont pas des petits ministères, ce sont des ministères très importants par leur taille, très importants par l'impact qu'ils ont dans le grand public. Je ne cite pas les autres, donc là c'est terrible, parce que je me suis lancé un exercice pour me en citer, vous direz, mais pourquoi tu n'as pas parlé de moi, etc. Mais vous avez à des postes la ministre des Armées, Florence Parly. On a aussi à des postes de responsabilité des femmes. Mais c'est vrai que à l'Assemblée nationale, qu'au mouvement, alors on a un exécutif paritaire au mouvement, on est le groupe, je crois, La République En Marche, où on a 47% de femmes au sein du groupe, parce que la parité, et je vais vous dire un truc, la parité ça a été voté en 97, donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans. C'est quoi la limite de l'exercice? Vous pouvez présenter 50% de femmes dans 50% de circonscriptions ingagnables. Vous achetez une bonne conscience. Donc vous prenez les 577 circonscriptions, les grands partis font ça, ils mettent les femmes là où c'est pas gagnable, et ils mettent les mecs là où c'est gagnable. Et ils disent, ah, attendez, on a présenté 50% de femmes. Mais après, si elles sont moins douées, bon, avec l'honnêteté qui les caractérise. Donc l'objectif, et ça vous pouvez pas l'inscrire dans la loi, parce que vous pouvez écrire dans la loi, mettez des candidates dans les circonscriptions gagnables. Le terme même de circonscription gagnable est un terme interne. Et donc, c'est pas que dans la loi qu'on changera les choses, c'est dans les pratiques. Et nous, on a assumé de dire, on centralise, et ça nous a été suffisamment reproché. Les candidats, on assume, on avait une commission nationale d'investiture pour les législatives, c'est pas les militants qui les ont choisis, et vous savez pourquoi? Parce que si on avait fait faire ça, j'ai comme dans l'idée qu'on n'aurait pas eu la parité. Et j'ai comme dans l'idée qu'on aurait eu un peu plus de quinquas mal blanc, si je la fais court. Et donc, il faut parfois, certes la loi, mais il faut aussi que les partis s'emparent de la pratique et se forcent à... C'est pas encore suffisant, mais au regard des autres, je trouve que, vous savez, quand je me contente, je me désole, et quand je me compare, je me console. Ok. On la garde pas, celle-là. On coupe au... Ok. La position très centrale de La République En Marche condamne les partis traditionnels à se déporter vers des positions beaucoup plus radicales, notamment chez les Républicains Laurent Wauquiez, représentant d'une droite plutôt dure, et à gauche, la fin d'un parti socialiste qui ne laisse place qu'à la gauche insoumise. Cette absence d'opposition modérée est-elle, selon vous, un risque démocratique? Il n'est jamais bon de ne pas avoir d'opposition. Mais ce qui était, au fond, la maladie de ce moment politique qu'on a vécu, et c'est ce qui a guidé en partie la création d'En Marche, c'est que vous aviez, et à gauche et à droite, des gens qui étaient ensemble sur le papier, mais qui ne partageaient plus rien. Ils n'étaient pas d'accord sur l'Europe. C'est pas un petit sujet. Ils n'étaient pas d'accord sur le modèle économique et social. Ils n'étaient souvent pas d'accord sur la question de l'état de droit et des libertés publiques. Et ils n'étaient pas d'accord sur l'identité française. Ça laisse peu de sujets sur lesquels ils étaient d'accord. En fait, d'accord pour se partager des circonscriptions. Ça ne fait pas un projet politique.
Et quand vous poussez cette logique-là à son terme, qui faisait en gros que quand la gauche gagnait, l'alternance était attendue à droite le coup d'après, et vice-versa, vous épuisez démocratiquement le pays, les gens se disent, se détournent des partis traditionnels, parce qu'ils ne remplissent plus leurs fonctions. Prenez par exemple les intellectuels. Si vous êtes normalement constitué, que vous étiez un intellectuel il y a encore 2 ans, vous aviez à gauche la Fondation Terra Nova et la Fondation Jean Jaurès, à droite l'Institut Montaigne et la Fondation pour l'innovation politique, qui produisent de la pensée, qui font des travaux intéressants, mais plus les partis. Les grands partis, ils ont délocalisé la pensée. Ce qui est, à mon avis, une erreur fatale. Parce que dans les fonctions d'un parti politique, il y a certes de sélectionner des candidats, il y a certes d'animer le débat politique, et puis il y a de produire du sens, de la pensée et de l'intellect. Quand vous sortez des intellos, vous laissez la baraque à qui? À ceux qui veulent être élus. Et donc vous avez un parti d'élus. Et un parti d'élus, en général, c'est assez coupé de la société civile, et ça ne fonctionne pas. Donc nous, on a simplement considéré qu'on mettait ensemble des gens qui partageaient sur l'essentiel, donc sur l'Europe, donc sur le modèle économique et social, donc sur les libertés publiques, sur l'état de droit, sur l'identité française, des gens qui partageaient des valeurs communes. Et c'est un secret pour personne. Je n'ai pas le même parcours politique qu'Édouard Philippe. Mais vous savez quoi, je me sens beaucoup plus proche d'Édouard Philippe que de Benoît Hamon. Bon. Et je suis certain qu'Édouard Philippe, il doit se sentir plus proche de ce que j'ai défendu, de mes convictions, que de celles aujourd'hui défendues par Laurent Wauquiez. C'est une absolue conviction. Au fond, c'était le président de la République qui a une autre c'était l'amicale des polices sans l'amitié, les partis politiques. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ce qu'ont dit les Français. Et regardez le premier tour de l'élection présidentielle, c'est très frappant. Il y a eu le phénomène En Marche, très bien. Mais regardez le score agrégé de la France Insoumise, d'En Marche. Et alors, je mets le Front National, qui n'est pas un parti encore totalement traditionnel, au sens... Enfin bon, c'est 65% des votes. 2 Français sur 3 ont voté pour des candidats, en tout cas des candidats qui représentaient autre chose que les 2 grands partis qui s'étaient partagés le pouvoir depuis 40 ou 50 ans. Et ça, c'est sans doute l'enseignement très fort, c'est que, et vous l'avez employé le terme, parce qu'on nous a souvent dit, mais vous êtes centriste. Non, on n'est pas centriste, on est centraux. Parce qu'on assume de dire qu'il y a sans doute des mesures qu'on prend qui sont plutôt philosophiquement de gauche, et d'autres qui sont plutôt philosophiquement de droite. Et c'est donc ce qui fait qu'on n'est pas centriste, mais centraux. Et c'est une petite subtilité de langage, mais qui a toute son importance dans le chemin politique qu'on a parcouru, dans l'élection qu'on a vécue. Selon vous, n'y a-t-il pas un décalage dérangeant entre les discours humanistes qu'Emmanuel Macron a pu délivrer pendant sa campagne présidentielle, puis à la tribune de l'ONU, et les images que Yann Moix a tournées à Calais, qui montraient notamment, d'après ses mots, je cite, des saccages d'abris, des confiscations des faits personnels, des pulvérisations de sacs de couchage, des gazages de l'eau potable et des entraves à l'aide humanitaire. Alors moi j'ai eu la chance de faire une émission avec Yann Moix, donc, où il m'a parlé de ses vidéos. Je lui dis que si elles étaient en sa possession, il fallait les transmettre à la justice, immédiatement. Nous avions eu, nous, des signalements l'été dernier par une association connue qui s'appelle Human Rights Watch. Nous avons fait les signalements au service, et il y a eu une enquête interne qui a été conduite. Je note qu'il n'a pas transmis ces vidéos à la justice. Il a fait un teaser d'1 minute 30 sur Internet, où il y a une vidéo où tout ce que vous venez de dire ne se voit pas dans la vidéo qu'il a mise. Et en général, quand on met un teaser, on met les meilleurs moments. Vous voyez? Ou alors, ça ne s'appelle pas un teaser. Et donc, il a fait du teasing. Par ailleurs, avec des images qui sont non sourcées, non datées. Moi, je suis totalement prêt à en débattre avec lui et à regarder s'il y a des comportements tels que décrits qui se sont passés. Parce que si c'est le cas, la déontologie policière, le président de la République l'a rappelé lors de son déplacement à Calais, moi j'étais avec lui il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, les sanctions, elles seront prises de manière absolue. Pourquoi? Parce que, nos forces de l'ordre font un job terriblement compliqué, dans un lieu et dans une ville qui est devenue une espèce de ville symbole de ce drame que vivent les migrants, et que s'il devait y avoir 1, 2 ou 3 cas avérés, ils discréditent tout le travail fait par les forces de l'ordre au quotidien. Et les images qu'on a vues la semaine dernière démontrent qu'il y a de la violence, y compris de la violence armée. Et c'est pas les migrants, c'est des passeurs, c'est du banditisme. Et que face à ça,
il faut pouvoir aussi avoir des forces de l'ordre qui sont en capacité de réagir. Il n'y a pas de poids, de mesure dans le discours. Nous, on a toujours un discours extrêmement clair. Le droit d'asile, c'est un droit qui est inaliénable et auquel on ne touchera pas. Parce que c'est l'histoire de la République, parce que c'est ce qui a fait notre nation, et c'est ce qui fait l'honneur de la République. Et donc, pour tous ceux qui sont éligibles au droit d'asile, le droit d'asile sera permis. Mais qu'en revanche, et c'est l'autre, c'est le en même temps, donc c'est une part d'humanité totalement assumée, et en même temps, pour ceux qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, il faut pouvoir les reconduire. Le drame des 20 dernières années, c'est quoi? C'est que on donnait des réponses à des gens au bout de 18, 24, parfois 36 mois, et que quand vous avez quelqu'un qui est installé depuis 2, 3, 4 ans, et parfois plus, qui a fondé une famille, qui a trouvé un job, qui parle parfaitement français, moi je ne sais pas lui expliquer qu'il faut repartir. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que notre objectif, c'est de faire ça en moins de 6 mois. Et en moins de 6 mois, de dire, vous êtes éligible, et donc on vous met dans un parcours d'intégration, on vous apprend le français, on vous donne les moyens d'intégration, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, tous ceux qui l'alarment à l'œil écrivent des tribunes. Je les invite gentiment à aller voir ce qu'on fait en termes d'intégration, à savoir qu'on part dans des chambres d'hôtel, des familles avec des mômes en bas âge. C'est pas ça ce que j'appelle l'intégration de la République, et ça c'est la honte de la République, et qu'en même temps, on puisse reconduire en moins de 6 mois des gens qui n'y sont pas éligibles. Parce que sinon, on est dans un exercice qui est déséquilibré. Moi, je prends souvent, enfin, j'ai eu, quand j'étais élu en Saône-et-Loire, le réseau Éducation sans frontières qui est venu me voir pour un petit garçon qui s'appelait Sanoussi, qui s'appelle Sanoussi, toujours, il est en France, qui devait avoir à l'époque 18 mois, et dont les parents étaient en France depuis 6 ans. Les deux parlaient parfaitement français, les deux bossaient, lui était à la crèche municipale, et ils avaient un traitement administratif qui disait qu'ils étaient dans un no man's land juridique. Et souvent, le réseau Éducation sans frontières va avoir des élus locaux et leur demande de parrainer les enfants. J'ai parrainé, mais sans la moindre hésitation. Et je vais vous dire un truc, il y avait des élus de gauche, de droite qui parrainaient des gamins comme ça. Pourquoi? Parce que si la République n'est pas capable, en 5 ans ou en 6 ans, de dire à des gens s'ils sont éligibles à rester sur le territoire, et dans l'hypothèse où ils le sont, à les intégrer, c'est une faillite de la République. Justement, vous parliez de ce discours à Calais, vous étiez avec M. Macron, mais ces premiers mots, en écho justement à ce que M. Moix avait dit 10 jours auparavant dans On n'est pas couché, ça a d'abord été de parler de caricature avant de parler de caricatures qui ont été faites par M. Yann Moix, avant de parler des décisions qui pourraient être prises, notamment au niveau judiciaire. Mais j'assume parce que expliquer, comme le fait Yann Moix, de manière parfaitement malhonnête, que des préfets de la République demandent de caillasser des gamins, c'est parfaitement irresponsable. C'est absolument irresponsable de faire ça. C'est jeter de l'huile sur le feu, et c'est, je crois, bien mal connaître Calais. Yann Moix, il y va en touriste une fois par semaine depuis 3 mois, et les Calaisiens, ils vivent avec ça depuis 20 ans. Et franchement, quand vous voyez les Calaisiens, vous avez des gens formidables. Il y a de la vraie solidarité. Et il y a de la vraie solidarité avec des gens qui vivent dehors, avec lesquels, objectivement, les Calaisiens ont fait preuve d'une patience et d'une humanité rare. Et je trouve qu'en caricaturant ça, il fait mal à tout le monde. Alors, il se fait sa promo, il se fait sa pub, on a compris qu'il ferait un petit documentaire sur Arte, et d'ailleurs qu'il attendait le mois de mai pour distribuer les images. Très bien. Mais si vraiment ça lui tient tant que ça à cœur, qu'il transmette à la justice avant le mois de mai pour faire sa promotion personnelle. L'ISF, donc l'impôt sur... C'est filmé. On est entre nous, hein. C'est bien. Donc l'ISF a été supprimé car, selon le Premier ministre Édouard Philippe, il ne remplissait pas sa fonction première qui est la redistribution. Cet impôt encourageait également la fuite des capitaux et sa suppression vise donc à les faire revenir en France. Mais que répondez-vous à ceux qui ne croient pas en la théorie du ruissellement et qui n'y voient là qu'une sorte de cadeau fait aux plus riches? Mais c'est pas la... Moi je crois pas à la théorie du ruissellement, je suis assez détendu. C'est pas la théorie du ruissellement. Enfin, pour être clair, en 10 ans, on a perdu 1000 personnes par an, c'est 35 milliards d'actifs. C'est un peu dommage. Perdre 35 milliards d'actifs qui sont passés à l'étranger sans aucune raison autre que cet impôt stupide, qui est d'ailleurs tellement intelligent que personne d'autre ne le fait, il y a un moment où on peut aussi s'interroger sur la légitimité de cet impôt. Nous, l'idée qui était derrière, c'était au fond, toujours reprenez
ce qu'on a dit, ce que je vous ai dit sur la mobilité. On considère qu'il y a du capital qui est productif. Il y a du capital qui permet d'être réinvesti dans l'économie française. Je dis que l'économie française manquait dramatiquement de capitaux et de financement. Et on a l'économie française avec une partie, en tout cas ces quelques centaines de milliers de personnes qui sont soumises à l'ISF, qui ont à la fois des valeurs immobilières et des valeurs mobilières. L'objectif, c'est de se dire que ce qui est réinvesti dans l'économie française, eh bien, on va le sortir de l'ISF et donc on crée l'impôt sur la fortune immobilière. Non pas que l'immobilier soit un secteur improductif. J'ai passé 2 ans chez Unibail Rodamco, j'étais votre voisin. Si mon ancien patron m'entendait dire que l'immobilier est un secteur improductif, je me ferais taper sur les doigts, il aurait raison. Mais simplement pour vous dire que le projet qui est derrière, c'est pas un projet de faire plaisir aux riches. C'est d'éviter qu'il y en ait de nouveaux qui partent, avant même d'imaginer qu'il y en a qui vont revenir. Si on peut ne serait-ce que couper le robinet de sortie des capitaux du pays, c'est pas mal. Je fais le pari, moi, qu'il y en a qui reviendront, et puis il y en a qui ne reviendront pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si on n'avait rien fait, le robinet de sortie aurait continué à couler, et aucun ne serait revenu. Et donc à la fin des fins, on aura là-dessus un solde positif. Et Amélie de Montchalin, qui est l'une des responsables pour la République En Marche, des jeunes responsables, elle a 32 ou 33 ans, Amélie, elle vient du secteur financier, elle a travaillé justement avec les grandes banques, avec les grandes assurances, pour avoir, non seulement c'est pas tellement des produits qui permettent d'être réinvestis dans l'économie productive en France, et donc de créer des emplois en France, mais c'est aussi permettre à nos banques de peut-être mieux expliquer les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de demander à votre banquier quels sont les produits qui vous conseillent. En général, c'est assez traditionnel dans les explications. Et pourtant, on dispose déjà de beaucoup de produits qui peuvent permettre de réinvestir dans l'économie française. Donc l'idée, c'est de réfléchir ces capitaux-là. Est-ce que 100% des capitaux qui étaient hier assujettis à l'ISF au titre des valeurs mobilières seront demain réinvestis à 100%? Non. Est-ce qu'on aura une part de ces capitaux réinvestis? Oui. Hier, c'était 0, demain, ce sera une part de ces capitaux. Et si ça fonctionne, j'ai la faiblesse de penser que ça ira plutôt croissant. Donc, c'est une forme de pari, on l'assume, et puis je vais vous dire, nous on est Saint-Thomas, on regardera si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, si on se rend compte qu'il y a des stratégies d'évitement, si on se rend compte que, au fond, les choses qu'on avait imaginées ne produisent pas les effets qu'on en attendait, ben on n'est pas idiot, on est capable de dire qu'on s'est trompé. Vous savez, on est tous faillibles. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas se permettre, c'est de ne rien vouloir toucher. Et cet impôt-là est un impôt imbécile. Pour continuer dans un contexte un petit peu économique et social, vous prenez un équilibre entre la baisse des cotisations sociales et la taxe d'habitation face à une hausse de la CSG ainsi que du prix de certains biens de consommation comme l'essence ou le tabac. Je reprends l'argumentation de M. Wauquiez lors de votre face-à-face dans l'émission politique concernant ce couple de jeunes retraités qui a vu sa contribution sociale augmenter en contrepartie d'une maigre retraite. Et pensez-vous vraiment que les réformes, l'ensemble des réformes approuvées par le gouvernement augmentent réellement le pouvoir d'achat des Français ou est-ce que c'est un pari? Mais je vais vous répondre. L'avant, c'est que Laurent Wauquiez, qui aujourd'hui vous fait la larme à l'œil le coup des classes moyennes, était le type qui défendait le candidat qui supprimait la totalité de l'ISF, pas simplement sur les valeurs mobilières, collait 2 points de TVA à tout le monde et supprimait 500 000 fonctionnaires. Et donc c'est le même qui vous explique qu'il faut mettre plus de profs, plus de policiers, que l'ISF c'est un scandale de cadeaux aux riches, et que la CSG à 1,7 au lieu de 2,2, qui ne touche que 40%, 60% des retraités et pas 100%, c'est un scandale. Donc il y a une forme, un problème de cohérence. Bon, enfin ça, il y a plusieurs Laurent Wauquiez, donc on verra le prochain, dans 3 mois, lequel émergera, mais moi je ne sais pas bien qui est Laurent Wauquiez, en tout cas je ne sais pas quelle est sa pensée. Ce que je peux vous dire sur le pouvoir d'achat, les cotisations sociales, et après je vous réponds sur l'exemple qui prend, etc., parce que les exemples sont faciles. Enfin, la CSG, et c'est le drame, et ce que je vous disais en introduction, c'est que souvent on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Parce que tout le monde hystérise en disant « Ah, vous avez fait 1,7 de CSG, vous avez monté de 20 milliards. » Très bien. Sauf que la bascule des cotisations, au fond, c'est le même montant. C'est un transfert de montant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière, c'est que le modèle social français qu'on a bâti dans l'après-guerre est un modèle assurantiel. Plutôt bismarckien que belvédien, si on se dit les choses. Pas totalement bismarckien, enfin, dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit,
chaque individu va s'assurer face aux risques, aux grands risques de la vie. Retraite, chômage, santé. C'était mais les trois grands manches. Et c'était un rapport individuel au risque. Et ça se légitimait parce qu'il y avait très peu de chômage, il y avait beaucoup de capitaux publics parce qu'on reconstruisait le pays, on mourait un peu moins âgé et un peu en meilleure santé qu'on ne meurt aujourd'hui. Aujourd'hui, on meurt plus âgé mais en moins bonne santé. C'est une bonne nouvelle. Hein. Et donc, le modèle a un petit peu changé. Et puis surtout, il y a une chose qui a changé. C'est qu'on a 3,5 millions de chômeurs. Et qu'à 3,5 millions de chômeurs, c'est plus un risque individuel, c'est devenu un risque collectif. Et pourquoi c'est un risque collectif? Parce que le modèle a été pensé dans les années 40 et 50 avec ce qu'ont connu nos parents, parce que vous êtes beaucoup trop jeunes maintenant, vos grands-parents. Ils ont bossé souvent dans la même boîte ou dans le même secteur d'activité pendant 30 ou 40 ans. Et donc il y avait de la visibilité, les mutations du monde professionnel étaient faibles. Vous allez changer de job 5 à 10 fois. C'est sûr, de secteur d'activité, d'entreprise, etc. Quand vous êtes dans une relation quasi linéaire à votre employeur ou à votre secteur d'activité, vous êtes dans une assurance individuelle, c'est pas un sujet. Quand vous changez 5 à 10 fois, c'est un risque collectif. C'est à la collectivité nationale de vous protéger contre cet aléa-là. Et c'est notre conviction. Et donc, ça n'est plus un financement par la cotisation qui est individuelle, mais par l'impôt et sa CSG. C'est ça la logique qu'il y a derrière. C'est qu'au fond, on est en train de muter notre modèle social et d'assumer que sur ce risque-là, c'est un risque qui est pris par la collectivité et non plus par l'individu. Je dirais que, si j'étais un peu osé, sur ce risque d'assurance chômage, on passe d'un modèle bismarckien à un modèle plus BPG. Bon. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et après, on va répondre sur... alors, on prend... Bon, 1,7 de CSG, on a fait 2,2 de cotisation en moins. Bon, bah 2,2 versus 1,7, 2,2 là, et 0,95 en octobre, hein, parce qu'à la fin, c'est 3,15. Je me permets de vous couper, mais le problème, c'est que les cotisations sociales, les retraités, ils n'en bénéficient pas. Alors, je parle des retraités. 40% des retraités ne sont pas concernés par la CSG. L'exemple que prend Laurent Wauquiez, c'est un couple de retraités qui gagne 2 000 € net par mois. 2 000 € net par mois. Et il prend un exemple de taxe d'habitation à 250 €. J'aimerais qu'il me présente ce couple. Parce qu'à 2 000 € net par mois en retraite, je doute qu'ils aient une taxe d'habitation de 250 €, ou alors ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé une taxe d'habitation, Laurent Wauquiez. La mairie du Puy-en-Velay où il était, où il a augmenté la taxe d'habitation chaque année, la moyenne c'est 750 €. À Paris, c'est beaucoup moins, c'est 485 €. Et donc, on a cette chose qui est succulente, c'est que dans les métropoles plutôt riches, plutôt intégrées dans la mondialisation, la taxe d'habitation est 2 à 3 fois moins chère que dans les territoires plus en difficulté, ce qui est d'une injustice crasse. Donc, vous prenez, et il a pris un exemple en plus à dessin, où il est juste à la limite, et avec une taxe d'habitation à 250 €, j'aimerais qu'il nous la montre. Et il oublie beaucoup de choses. C'est que, pour ce couple de personnes âgées, il est possible qu'ils aient recours peut-être 2 à 3 heures par semaine à des emplois à domicile. Il y a 1 000 à 2 000 € de crédit d'impôt en fonction du nombre d'heures que vous employez par an. Oui, mais attendez, 1 000 à 2 000 €, ça fait 150 € par mois. Bon, c'est pas pris en compte dans le calcul de Laurent Wauquiez. Et vous savez pourquoi je ne lui ai pas mis ça dans la balance? Parce que ça n'est pas notre décision. C'est une décision qui avait été prise par François Hollande auparavant. Mais à la fin des fins, quand vous faites le calcul et quand vous faites le solde, et c'est pour ça que j'ai contesté les travaux de l'INSEE et de l'OFCE, c'est qu'ils font sur la partie fiscale. Enfin, à la fin des fins, vous êtes français, vous regardez, vous avez vos impôts d'un côté, très bien, et puis vos cotisations, et puis de l'autre, vous avez vos revenus. Et les revenus de remplacement et les revenus qui vous aident à compléter vos fins de mois parfois difficiles. 136 € par mois de plus en avril pour une mère célibataire avec 2 enfants. Etc., etc., etc. Le pouvoir d'achat, pourquoi est-ce que on sent bien que voilà, c'est lent et que tout le monde attaque, etc. Pour une raison simple, c'est que ça fait 30 ans qu'on explique qu'on va baisser les impôts des gens et monter leur pouvoir d'achat et qu'on ne l'a pas fait. Donc que les Français soient sceptiques, bah oui, parce que certes on a une bonne ligne, certes on essaie de faire les choses un peu différemment, mais ils n'ont pas de raison de nous croire plus sincères ou plus honnêtes que nos prédécesseurs. Donc rendez-vous dans un an, quand la taxe d'habitation au mois d'octobre va être payée, et que la taxe d'habitation qui est en moyenne de 600 € dans le pays va passer à 400, l'année d'après à 200 et l'année d'après à 0, ça c'est des choses concrètes. Quand vous avez payé combien votre sécurité sociale étudiante en septembre? Enfin c'est vos parents, pour beaucoup j'imagine qui l'ont payé, c'est 217 €. 0 l'an prochain. 0. Ça il ne le prend pas en compte Laurent Wauquiez. Donc il prend les trucs qui l'arrangent, il ne prend pas les trucs qui l'arrangent pas. Nous on essaie d'être à peu près honnête, j'ai pas mentionné ces éléments-là parce que pour le coup, ce sera effectif en septembre. Pour les mères célibataires, ce sera effectif en avril. Pour les minima sociaux qu'on valorise, c'est idem, c'est en avril. Donc je demande, moi,
je viens d'un coin du Morvan, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Effet radical. Eh bien je demande qu'on compte les bouses à la fin de la foire. Et la fin de la foire c'est au 31-12. Et on regardera le pouvoir d'achat au 31-12, je suis très serein. Parce que l'objectif c'est que ça paye mieux. Et après, si on me dit, est-ce qu'il y a des retraités qui vont payer plus de CSG et qui ne seront pas compensés par taxe d'habitation, je ne vais pas avoir un point de soir. Oui, 15 à 20% des retraités, ils vont devoir débourser quelques dizaines, peut-être quelques centaines d'euros dans l'année supplémentaire. C'est la solidarité entre les générations. Et ça, on l'assume, et on l'a assumé dès la campagne, parce que on ne peut pas demander à la génération d'actifs d'aujourd'hui, qui a pris en 2008 la pire crise depuis 1929, de tout assumer, et d'assumer notamment l'incurie et l'absence de choix un peu courageux des 30 dernières années. Donc, Emmanuel Macron s'est rendu à Davos ce mois de janvier après avoir accueilli 140 dirigeants d'entreprises internationales à Versailles. Un certain décalage était discernable dans les propos qu'il tenait selon la langue qu'il employait. Donc, en anglais, il vantait les mérites de la flexibilité, de la baisse du coût du travail et du capital, tandis qu'en français, il insistait plutôt sur les enjeux d'une croissance équitable, de la lutte pour l'environnement et contre l'évasion fiscale. Pourquoi un double discours? C'est pas un double discours, puisque l'intervention qu'il fait à Davos, il l'a fait en anglais, il commence en anglais, il repasse au français, et puis il finit en anglais, de mémoire. Et donc c'est un propos complet dans le même discours. Donc il ne change pas d'angle. Et croyez-moi, j'étais à Versailles quand on a reçu avec le Premier ministre des 140 chefs d'entreprise pour le déjeuner et pour le dîner avec le président de la République. Il leur a dit, et c'est sans doute aussi ce qui a marqué les esprits, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la croissance, elle n'est juste que si elle est partagée. La course à la croissance, pour le bien de quelques-uns, on se condamne. Pourquoi? Parce que nos démocraties occidentales, elles reposent en grande partie sur la confiance qu'ont les classes moyennes dans le système. Et aujourd'hui, les classes moyennes décrochent, il y a beaucoup d'angoisse, il y a des questions de sécurité, et je vais vous dire, sur le pouvoir d'achat tout à l'heure, je vais dire un truc qui n'est peut-être pas tellement populaire, mais il faut faire ces mesures sur le pouvoir d'achat, il ne faut pas hésiter à les faire. Elles sont absolument indispensables. Mais la plus grande des sécurités qu'on peut apporter à des parents aujourd'hui d'enfants qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux et qui appartiennent à ces classes moyennes, c'est de leur dire que l'université va réaliser sa vue. C'est de leur dire que le modèle éducatif va fonctionner. C'est de leur dire que les insécurités du quotidien vont être traitées. Parce qu'au fond, les insécurités, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, font beaucoup plus de mal à notre pays et à nos classes moyennes dans la confiance qu'elles ont dans le système que les questions de pouvoir d'achat. On a trop souvent répondu gauche et droite d'ailleurs, pour des raisons philosophiquement et culturellement différentes, la gauche par égalité, droite parce qu'il y avait un fond de charité un peu derrière, en se disant on va traiter les inégalités en faisant des chèques. C'est important que les gens puissent avoir le minimum pour payer leurs besoins premiers, se loger, se nourrir, se soigner, accéder au numérique parce que c'est désormais un besoin premier. Mais si on considère que on traitera les inégalités simplement d'un point de vue monétaire et financier, on n'a pas compris au fond ce qu'étaient les inégalités les pires, et ça commence à l'école, c'est les inégalités qui se reproduisent et qui s'entretiennent et qui font qu'un modèle est endogamique ou pas. Et c'est ce qui fait, c'est ce qu'on écoute ou qu'on entend dans les deux France, et en fait il n'y a pas deux France, il y en a beaucoup plus, c'est sans doute 4 ou 5 plus que 2. Parce que la France des périphéries, c'est pas la France du rural, qui n'est pas la France des métropoles, qui n'est pas la France des villes moyennes. Et ça est beaucoup plus compliqué que la caricature qui en est souvent faite par les uns et par les autres. Et qu'au fond, ce modèle d'un État qui est un État d'investissement social, c'est cela qui sécurisera les classes moyennes, bien autant que les questions stricto sensu monétaires. C'est même, je trouve, un peu, pas insultant, mais considérer que allez, on fait un chèque et le problème est réglé des inégalités, c'est considérer qu'on renonce à les combattre, qu'on passe d'un modèle, enfin qu'on conserve un modèle de réparation et qu'on n'a plus un modèle d'émancipation. Nous, on est dans un modèle d'État qui émancipe et donc qui investit, pas qui uniquement dépense, parce qu'on n'a plus les moyens de dépenser. Vous parliez d'éducation, justement. Ici,
Ici à Dauphine, en tant que grand établissement, justement cet établissement a le pouvoir de sélectionner ses étudiants. Cependant, la majorité des syndicats étudiants estiment que les études supérieures doivent être accessibles à tous. Dans cette optique, le remplacement d'APB par Parcoursup, qui induit l'introduction de prérequis pour accéder à l'université, ne sonnerait-il pas comme une manière politiquement correcte de générer justement cette sélection à l'université? Merci. Bon, APB, c'était quand même pas un franc succès. Enfin, je sais pas si on fait un vote à main levée, je suis pas sûr que vous soyez tous... Qui aime APB ici? Qui a aimé APB? Je prends pas un risque énorme. Non, là, franchement, vous avez été payé par la France Insoumise. On les a repérés sur le premier rang. Bon. APB, c'était le moyen. C'est l'outil, au fond. Mais c'était quoi le sujet? Vous avez 60% d'étudiants qui, en 4 ans, n'ont pas une licence. Donc le truc ne marche pas. Le sujet, c'est pas de faire la sélection, c'est à nouveau... Quand on dit qu'il faut remettre de l'égalité, c'est-à-dire mettre plus de capitaux publics là où il y a moins de capitaux privés. Je reprends le raisonnement, mais moi j'assume de dire qu'il faut en finir avec le traitement égalitaire des élèves à l'école primaire, des collégiens, des lycéens, voire des étudiants. J'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que le modèle dans lequel j'ai grandi, et moi il se trouve que je suis issu d'un milieu plutôt favorisé, même très favorisé, et il se trouve que la maison dans laquelle j'ai grandi était dans un quartier populaire. Donc je suis allé à l'école avec des gamins dont les parents n'étaient pas issus du milieu du tout favorisé. Ils n'avaient pas fait d'études longues. J'étais bon élève, enfin on était quelques-uns et bons élèves. On est 3 à avoir passé le bac, sur une classe de 30. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus bêtes, parce qu'ils n'avaient pas envie de travailler. C'est parce que leurs parents leur ont dit on ne peut pas te payer après le bac des études à Dijon. Parce que quand vous êtes à Chalon-sur-Saône, l'université la plus proche elle est à Dijon. Parce qu'on peut payer un appartement, machin truc. Ça c'est insupportable. C'est le pire échec de la République. Et donc, vous reproduisez, en donnant la même chose à tout le monde, les inégalités de départ. Donc moi, j'assume de dire qu'il faut mettre plus de capitaux publics là où il y a moins de capitaux privés. Mettre plus de capitaux publics, c'est aussi se dire qu'il y a des élèves qui ont peut-être besoin d'un accompagnement, d'une fameuse prépa, je ne sais pas comment on va appeler ça in fine, mais qui ont besoin de plus de capitaux publics. Qu'on concentre le tir sur eux. À Henri IV, 30 par classe, c'est pas un problème. Ça, c'est la main invisible du marché, c'est Smith, ça s'autogère, Henri IV. Je vais me faire des copains, là. Notamment le président de la République, qui est international. Je vais faire attention, donc. Mais 30 à Sarcelles ou à Trappes, ça ne marche pas. Enfin, aller enseigner à 30, parce que le capital social est tellement défaillant, l'absence d'encadrement, etc. Enfin, objectivement, moi, vous savez quel est mon moment de joie le plus intense depuis ces maintenant 8 mois? J'ai vu une maman début janvier, fin d'année, début janvier, dont le fils a bénéficié du système REP+, donc 12 par classe au lieu de 25. Elle a les larmes aux yeux, elle me dit, vous avez sauvé la vie de mon fils. Parce qu'il sait lire à Noël. Et il a eu des frères et des sœurs aînés qui étaient 25, qui ne savaient pas lire la famille. Ben voilà. Et ça, on l'assume. Et on l'assume au primaire et dans tout le parcours. Parce que un système scolaire qui produit 120 000 décrocheurs par an, c'est la fin des haricots. Vous avez 1 300 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont dans la... Je ne l'ai pas entendu. Et bien ceux-là, vous savez quoi? C'est sur eux qu'on veut mettre le paquet. Tout le sujet de l'apprentissage, de la formation, il faut vraiment les remettre sur le chemin du savoir. La photographie du pays est assez fine, de tous les territoires du pays. Et si je devais, moi j'ai lu, sur les 25 000 contributions qu'on a récupérées, j'ai dû en lire 2500 en verbatim. Et si je devais résumer en une phrase qu'au fond, des gens qui habitent des territoires différents, qui n'ont pas le même âge, etc., ils ont dit nos vies sont empêchées. Nos vies sont empêchées. C'est pour ça que le projet de mobilité, il est de dire à ce 1 300 000 gamins de moins de 25 ans qui ont décroché, la vie, elle ne s'arrête pas, on peut s'y remettre, c'est évidemment éminemment compliqué, c'est évidemment un investissement public majeur qui n'a jamais été fait, on met 15 milliards sur la formation, très franchement, vous savez les trajectoires de finances publiques qu'on nous impose, vous savez la rigueur à laquelle on s'astreint, parce qu'on veut tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires étrangers, on met 15 milliards sur la formation. Parce qu'on pense que c'est le nerf absolu de la guerre. Et qu'il ne faut pas protéger les gens de l'échec, il faut les sécuriser
des ruptures professionnelles qu'immanquablement ils connaîtront sur le marché du travail.